Il y a des jeux qui se refont en boucle, avec des nouvelles combinaisons d'items, avec des nouvelles règles, ou avec des nouvelles difficultés. Ils se refont pour prendre de nouvelles décisions, pour découvrir les limites du jeu ou pour créer quelque chose de nouveau. Et il y a une deuxième catégorie. Ces jeux qui ne peuvent être découverts qu'une seule fois, qui te font vivre une histoire et une expérience unique, qui te marquera à vie et que tu ne pourras jamais oublier. Et Chance of Scénar, il est dans cette deuxième catégorie. Bonjour, nom masculin exprimant le souhait de passer une bonne journée, souvent utilisé comme marque de politesse pour exprimer du respect envers quelqu'un. Et je sais pas vous, mais ce type qu'on croise au tout début du jeu et qui se penche vers l'avant, je pense qu'il est en train de nous dire bonjour. Bon, en vrai, je vous ai menti. On le croise pas au tout début, mais après 5 minutes de jeu. 5 minutes qui sont extrêmement importantes car c'est le tutoriel. Et comme il est très court, on va le faire ensemble. La première chose qui se passe quand on arrive sur Chance of Scénar, c'est rien. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de dialogue introductif pour poser un contexte, il n'y a absolument rien. Bon, on peut se déplacer et c'est jaune. C'est très jaune, mais c'est aussi très beau. Mais je vous l'ai déjà montré dans la cinématique d'intro. Donc on avance et on tombe sur une porte fermée à côté d'un levier baissé. Et pour nous aider, parce que la solution est pas forcément évidente, on a un panneau à côté qui semble être corrélé aux états du levier. Donc on regarde les deux phrases, on remarque que ce glyphe apparaît en haut et en bas, donc on se dit qu'il doit vouloir dire levier. Et on se dit que si ça c'est levier, ça doit être vers le haut et ça c'est vers le bas. Et là, le jeu fait ce qu'on aurait dû faire si on n'était pas trop fainéant, et nous permet de noter les significations qu'on associe au glyphe. Donc on écrit haut levier et bas levier. Finalement, on monte le levier, ce qui ouvre la porte. Et une deuxième épreuve 6 fois plus difficile nous attend juste après. Mais avec notre nouvelle connaissance du langage, on arrive à comprendre le panneau juste à côté, on lève et on baisse les leviers comme indiqué, le niveau de l'eau diminue, on traverse et notre personnage dessine. Bon, 3 choses. Déjà, il dessine super bien. Ensuite, il y a des places à côté de chaque dessin pour y associer un glyphe. Et si jamais on trouve ce à quoi correspondent tous les glyphes sur une double page de Sdico, le jeu les valide définitivement. Et troisième chose, il y a ni haut, ni bas, ni levier là. Par contre, il y a peut-être de quoi écrire porte ouverte et porte fermée. Voilà, j'espère que vous avez profité de ces petits encadrés de tutoriels écrits en français parce que c'est la dernière fois que vous en verrez du français. Maintenant, il va falloir apprendre à lire et à écrire. Et la plupart du temps, ça va être exactement comme dans la vraie vie. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de parler avec des gens qui la parlent déjà. J'adore apprendre des langues, malgré mon niveau éclaté en par cœur. Parce qu'apprendre une langue, même s'il y a une partie vocabulaire, il y a une énorme partie qui consiste à trouver et comprendre des patterns. En japonais, t'apprends comment on dit moi, gatsu, t'apprends à dire dis et deux, jiu et ni, tu mets tout ça ensemble et ça te donne Junigatsu, le 12e mois de l'année. Je parle du japonais, mais il y a ça dans toutes les langues, parce que communiquer, c'est important, donc ça doit être simple. Et c'est pour ça qu'on a inventé des choses très pratiques pour faire des combinaisons d'idées. Les préfixes, les suffixes et les radicaux. Mais pour être plus global, on va appeler ça des éléments. Si on en revient à notre jeu maintenant, notre pote de tout à l'heure, qui était bloqué par l'eau, après nous avoir salué, il a utilisé 3 glyphes, dont 2 ont un élément en commun, avant de prononcer une nouvelle phrase, truc, ouvrir, porte. Peut-être qu'on a enfin trouvé comment dire levier,
Donc on ouvre la porte, il traverse et cette fois-ci c'est l'autre glyphe avec le même élément qu'il utilise avec ouvrir porte. Avant de l'ouvrir lui-même. Bon, la déduction est pas trop compliquée, ça voulait clairement pas dire levier, et il voulait sûrement parler de nous et de lui. Donc on remet nos talents d'artiste à l'œuvre et on vérifie nos hypothèses. L'énigme continue encore un petit peu plus longtemps, mais sans difficulté. Et on finit par remarquer que la plupart des phrases prononcées, elles ont la même forme. Et ça devrait vous rappeler un truc que vous avez dû apprendre il y a pas mal de temps. Sujet, machin avec une barre en dessous, objet. Ou sujet, machin avec une barre en dessous, complément, si vous préférez. Bon, on se met d'accord et on se dit que les trucs avec des barres en dessous, comme ouvrir et fermer, c'est des verbes, ça vous va ? Et ça nous avance pas mal de savoir ça, mais tant qu'on sait pas ce qui se cache derrière ces verbes, on reste quand même relativement bloqué. Finalement, notre pote doit s'en aller, donc il nous dit au revoir, et... Attends, comment ça il nous dit au revoir ? Ça c'est le glyphe de salutation, il peut aussi dire au revoir ? En sortant de la zone, on passe devant plusieurs gravures murales partiellement détruites. On comprend pas forcément tout, mais on va parler un petit peu de deux d'entre elles. Celle-ci, sur laquelle on trouve ce glyphe en quadrangle, dont on peut déduire qu'il veut dire soleil vu sa position, et ce glyphe, composé uniquement de l'élément qu'il y a sur toi, moi et tous ceux qui le veulent, qui doit sûrement vouloir dire homme. Et visiblement, en mettre plusieurs, ça fait plusieurs hommes. Et un verbe, on va dire que c'est éclairé, comme ça le soleil éclaire les hommes, et c'est cohérent. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments à la suite à digérer, mais vous allez comprendre pourquoi je passe par tout ça. Parce que juste après, on va croiser ce glyphe-là. C'est un type d'homme, puisqu'il a l'élément homme, mais il est aussi cet élément qui ressemble fortement à celui qu'on a vu juste avant et qui représentait le soleil. Donc si on fait un peu confiance au jeu, on se dit qu'il est pas trop mal foutu et que ça doit vouloir parler d'Esteban, ou d'homme soleil. Et finalement, dernière gravure et deux questions. La première, pourquoi c'est la nuit ? Sur toutes les gravures précédentes, il y avait le soleil, et pour un peuple qui aime beaucoup le soleil, la nuit, c'est pas cool. Et la deuxième question, c'est qui eux ? Bon, vu qu'ils ont l'air d'avoir fermé la porte, on va dire que c'est les méchants. Voilà, méchants, fermez porte. Ça, c'est bien dit. Nouvelle séance de dessin, et on apprend que les méchants sont des guerriers. Que ce qu'on appelait le soleil, c'est Dieu, et que la gravure représente les guerriers fermant la porte. Nous voilà au cœur de la cité des dévots, le vrai nom des hommes soleil. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller parler à plein de gens, et qu'on va enfin pouvoir aller voir cette porte. Et si on n'arrive pas à choisir et qu'on décide de parler aux gens devant la porte, on nous dit que Dieu est en haut de la tour, que les dévots veulent aller voir Dieu, mais que les guerriers ont fermé la porte. Attends, guerrier, fermez porte. On a déjà vu cette phrase. Sauf que quand on l'a vu, c'était pas conjugué au passé, mais au participe présent. Bon, il est grand temps de parler de l'éléphant qui est en haut de la tour, mais il manque des informations quand on essaye de décrypter les phrases. Parce qu'il manque 4 choses. Il manque des mots, parce qu'il y en a clairement pas assez. Il manque l'intonation, parce que c'est à l'écrit. Il manque la conjugaison, car les verbes sont invariables, ce qui veut dire qu'on n'a pas de notion de passé ou de futur. Et il manque la ponctuation. Parce que nique-toi. Ce qui veut dire qu'on est relativement dans le flou quant à ce que veut dire une phrase tant qu'on l'a pas entièrement reconstituée. Mais une fois que c'est le cas, on a un traducteur automatique qui prend le relais et qui termine de nous donner le véritable sens derrière les glyphes. Mais bon, on n'y peut pas grand chose, donc on fait avec. Et malgré le peu d'informations qu'on a, il y a quand même un truc dont on est certain. Les dévots, ils ont envie d'aller de l'autre côté de la porte, pour aller voir Dieu. Et en vrai, bah moi aussi. Pour aller de l'autre côté, il faut faire plein de trucs. Déjà, en jouant à un jeu de cartes, on apprend qu'il y a une hiérarchie entre Dieu, les guerriers, les dévots et le petit être que nous sommes. Et après m'être fait plumer 3 fois, j'ai tiré la meilleure carte, j'ai gagné, et j'ai abandonné le jeu sur une victoire.
Ensuite, j'ai joué à cache-cache avec un type, j'ai caressé le chat, je me suis incrusté derrière l'abbaye pour choper une clé. J'ai ouvert l'église grâce à mes talents au poker, je me suis baladé dans celle-ci et j'ai vu qu'il parlait d'un dévot particulier, le prêcheur. J'ai visité le cimetière et le jardin, dont les plantes sont en train de mourir. J'ai fait du rush hour, je suis passé par les souterrains, je suis tombé sur le cadavre du prêcheur en question que tout le monde cherche, et j'ai enfin réussi à passer de l'autre côté de la porte en soum-soum. Vous pensiez quand même pas qu'il allait y avoir qu'un seul langage. Bon, tout le détour qu'on vient de faire pour passer derrière la porte et monter dans la tour rejoindre Dieu, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? La première chose qu'on aurait dû faire, c'est aller leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent pas nous laisser passer, non? Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé, je suis allé leur parler, et j'ai rien compris. Genre, j'ai vraiment rien compris. Je vous écoute, il est où le verbe? En fait, il y a deux moments où on comprend que le jeu est relativement complet. Le premier, c'est quand on monte les marches, que le jaune du soleil laisse place à un ciel rouge, des murs bleu-gris métalliques, et qu'on arrive à l'entrée de la forteresse des guerriers. Lorsqu'on ouvre son livre et qu'on se rend compte qu'on vient de débloquer un nouveau dialecte et qu'on est de retour à la case départ. Mais il y a un deuxième moment qui peut arriver soit juste après, soit beaucoup plus tôt si on a fouillé un petit peu dans les coins. Parce qu'on peut croiser ce genre de porte un petit peu cachée, cette chose-là, qui affiche trois choses. 5 billes qui flottent, une discussion à laquelle on ne peut pas participer, et surtout un plan de la tour. Parce qu'il y a 5 étages, et que celui qu'on vient de faire, bah c'était que le premier. Et maintenant, on monte. Mais d'abord, jouer au jeu. Parce que vous avez envie de jouer au jeu, je le sais, sinon vous seriez plus là. Et ça tombe bien parce que j'ai envie que vous jouiez au jeu. Parce que c'est un super jeu. Est-ce que vous ressentez à quel point vous êtes petit? Habituez-vous-y, le jeu sympa et mignon que vous connaissiez, il va devenir de moins en moins mignon. Ah, et si on continue d'essayer de parler aux guerriers maintenant, ils sont pas très ouverts à la discussion. Pour atteindre l'étage suivant, on va devoir passer un peu de temps chez ce peuple, les guerriers. Et la première chose qui va vous surprendre, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de symboles que dans le langage des dévots. Il y en a 2 de plus. Donc au mieux, on a rajouté 2 mots. Et au pire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai parlé de Tunic et d'Outer Wilds dans l'intro au tout début de la vidéo. 2 jeux qui ont également des concepts de langage inconnus à traduire, mais pas de la même manière. Dans le cas d'Outer Wilds, on a un truc qui fait ça pour nous, et le peu de linguistique qu'on peut avoir de la langue, c'est que les enfants écrivent moins bien que les adultes. Dans Tunic, il est un petit peu plus développé. C'est possible de comprendre tout ce qui est écrit, parce que c'est un langage qui est calqué sur l'anglais. Tu veux dire bâton, tu dois apprendre comment écrire les phonèmes de stick. Le problème avec cette méthode, consistant à ne créer que des énigmes qui ne serviraient qu'à déduire l'écriture des phonèmes dans chacune des langues, pour au final que tout le monde parle un simili anglais ou français, c'est que ça perd une notion essentielle du langage. Cette notion essentielle, c'est le lien entre le langage et la culture. La culture et l'environnement jouent un rôle essentiel dans le développement d'un langage. Si un peuple n'a pas besoin d'utiliser un mot, ils vont juste pas l'inventer ce mot, ou alors il va disparaître. Et c'est pour ça que dans le langage des guerriers, le mot plante et le mot jardin, ils serviraient à rien, donc ils n'existent pas. Et les développeurs derrière Chance of Scénar, ils l'ont bien compris ça, et ils ont décidé de faire un pari assez risqué.
Au lieu de mettre plein de vocabulaire dans toutes les langues pour que chaque peuple puisse avoir des discussions complexes qui nous apprendraient comment ils pensent, ils ont décidé de faire l'inverse et de mettre que très peu de mots, bridant ainsi les discussions de manière à ne pouvoir laisser que l'essentiel. Ce qui veut dire que c'est par l'absence de certains mots ou de certains concepts qu'on en déduit comment le peuple pense. Et l'absence la plus notable à travers l'étage, c'est celle des pronoms. Parce qu'il n'y a pas de moyen de dire toi, ni moi. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, il va simplement te pointer du doigt, et il va utiliser l'impératif. Ce qui donne à l'étage une atmosphère très militaire, avec une hiérarchie qui donne des ordres, et qui essaye d'invisibiliser l'individualité. Et de la même manière, quand on parle d'un groupe ou d'une personne en particulier, on va se référer à eux par leur fonction. Ce qui veut dire que « j'aime la musique » va se traduire en « les guerriers aiment la musique ». Les gens ne sont définis que par une seule chose, leur devoir. Le devoir, c'est simple, c'est le mot qu'on voit partout sur tous les murs dans chaque pièce de l'étage. C'est un peu leur guide. Chaque personne est définie par son devoir. Le sonneur doit sonner l'appel, et toi, porte la petite caisse. Et parmi leurs devoirs, il y en a 3 qui sortent du lot comme étant communs à tous les guerriers. Porter l'arme, repousser les impurs et protéger les élus. Les élus, c'est facile, c'est les personnes qu'il y a juste au-dessus. Quant aux impurs, disons simplement que les premiers mots qui nous avaient été adressés devant la porte des Dévots, qu'on comprenait pas à l'époque, ils se traduisent par « les impurs ne passent pas ». Troisième étage, troisième langue, et pour qu'on ne reparte pas vraiment de zéro, avant de parler à qui que ce soit, il y a un panneau. Ce panneau, c'est une pierre de rosette, sur laquelle 2 phrases identiques sont écrites dans 2 langues différentes. Donc ça nous permet assez rapidement de déduire quelques glyphes. Mais en plus, il y a déjà des choses à remarquer, mais on y reviendra. L'étage des bardes est beau. Pas uniquement dans le sens plaisant à regarder, beau dans son concept. Parce que le concept même de l'étage, c'est la beauté. L'art, la comédie et la musique. À l'inverse des guerriers qui les protègent, les bardes sont particulièrement fiers et autocentrés. Ils sont extravagants, tant par leur attitude, leur réaction, que leur tenue. Ce qui est amplifié encore plus par la magnifique musique qui les accompagne. Je vous ai dit en entrant à cet étage que le premier panneau était une pierre de rosette. Il y en a une autre, sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, qui se trouve juste à côté d'une de nos portes. Après avoir résolu un puzzle à 9 pièces, preuve que les challenges de ce jeu sont vraiment difficiles, on découvre que les 2 phrases traduites dans les 2 langues disent « je t'ai cherché » et « je t'ai trouvé ». Jusque-là, rien de compliqué. La même réflexion que pour les glyphes des dévots permet de se dire que ces 2 symboles doivent vouloir dire « moi » et « toi », et les 2 suivants, chercher et trouver. Ce qui donnerait moi, toi, chercher, ce qui place le sujet et l'objet dans le même ordre que la phrase traduite au-dessus. Je, te et trouver. Donc on est content, on vérifie nos hypothèses, et ça marche pas. Question, pourquoi? Parce que les 3 glyphes utilisés, c'est les bons. Et ce glyphe-là, il veut effectivement dire chercher. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule autre possibilité pour qu'il soit bien placé. Objet, sujet, verbe. C'est l'ordre le plus rare qui existe, la forme OSV. Et pourtant, même si elle est utilisée dans moins de 1% des langues connues à travers le monde, je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui parle de cette manière. Et le pire, c'est que c'est même pas la seule particularité du langage des bardes, parce qu'il y en a une autre qui est très importante. C'est le premier langage que l'on croise qui pousse la ponctuation un petit peu plus loin et qui pose des questions. Ce qui accentue ce concept d'individualité. Pour eux, chaque personne possède des passions et des envies, et ils ont envie de savoir ce que toi, tu aimes.
Le reste de l'étage, c'est le moment que je retiens qui définit le mieux le gameplay de Chants of Sennaar. Cette boucle de parler à quelqu'un, se dire qu'on va jamais rien comprendre à ce qu'il dit, et revenir 10 minutes après avec une sensation très satisfaisante de réussite. La seule chose que je pourrais reprocher à cet étage, en plus des égouts, c'est qu'ils ont passé leur temps à me dire que j'étais idiot. Pourquoi ? Parce que je cherchais à monter dans la tour. Et que selon eux, ils ont déjà tout ce qu'il faut à leur étage. Le truc, c'est que moi je me suis fait une promesse à la fin des étages précédents. Je me suis promis que j'allais arriver en haut de la tour. Quatrième étage, quatrième langage. On va aller un peu plus vite parce que ça y est, on a compris le cycle. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est monter. Pour ça, il y a une porte en haut, ce qui veut dire qu'il faut créer une clé, la bonne si possible parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé et visiblement raté. Et pour créer la clé, il faut sciencer. Il faut sciencer de l'or, de l'argent et du carbone, dans les bonnes quantités. Et c'est là qu'intervient la particularité principale de ce langage. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans un langage pour montrer que ceux qui le parlent sont des scientifiques ? Un scientifique, c'est factuel et c'est précis. Le factuel, on l'a déjà avec les distinctions entre les matériaux. Mais comment tu fais pour être précis ? Tu arrêtes d'écrire or ou pluriel or et tu écris 1405 or. Or, si un symbole en bas à droite d'un trait nous permet d'écrire 1, 2, 3 jusqu'à 9, une règle graduée nous permet d'apprendre comment écrire les dizaines, et une calculatrice nous permet de compter jusqu'à 9999. Bon, j'ai parlé de sciencer parce que j'ai un vocabulaire très limité. Mais en vrai, le mot, c'est transformation. Parce que l'étage des gens où on est, c'est des scientifiques, certes, mais c'est surtout des alchimistes. Et s'il y a une seule chose qu'on doit retenir sur l'alchimie, c'est qu'il faut pas faire des conneries avec ce qui est vivant. Sinon, on risque de créer des bestioles pas très jolies. Mais bon, y a pas de risque. Pas vrai ? La cantine ouvre à 4. C'est une phrase très simple et anodine, mais c'est aussi un moyen très subtil de préciser que nos scientifiques ne mesurent pas que les matériaux, mais ils mesurent aussi le temps. Et ça, c'est un peu stylé.
Bref, on vole les couverts, on les fait fondre pour avoir de l'argent, on trouve la formule pour créer la clé dans un endroit condamné qui fait pas du tout peur avec des traces sur les murs et un passage vers l'étage d'en dessous. C'est sûrement une coïncidence, et on se prépare à monter. Arrivé ici, on a une question principale. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour? Mais puisqu'on peut pas y répondre, on va se poser une autre question. Quel est le dernier peuple? Parce que visiblement, il y a un 5e étage, donc un 5e peuple. Celui qui est établi tout en haut et qui garde le sommet de la tour. C'est une question que je me suis pas posée pendant que je jouais au jeu, alors que j'aurais dû. Parce que clairement, les développeurs, ils y ont réfléchi à leur jeu. Et ils ont pas laissé grand chose au hasard. Donc il y a sûrement un pattern dans la suite des peuples qu'on a croisés. Les dévots, les guerriers, les bardes, les alchimistes... Et ensuite... Et ensuite, il pleut. Le dernier langage, il est particulier. Déjà, les premiers mots qu'on va rencontrer, c'est tour, peuple et exil. Et dans la salle d'après, on va croiser une porte avec ce même symbole de l'exil marqué dessus. Avant de rencontrer notre premier stylite. Il a pas l'air d'avoir grand chose à nous dire, et limite, on a l'impression de le déranger. Donc si on peut pas comprendre le dernier langage à travers les discussions, comme on faisait jusqu'à maintenant, on va devoir trouver une autre solution. Et cette solution, c'est un dictionnaire de traduction qui demande la connaissance des 4 langages précédents pour bien fonctionner. Et habituez-vous-y, ça va revenir. On remarque assez rapidement que l'ensemble des glyphes sont affichés sur un display à 16 traits. Et ça permet de faire quelque chose qu'on a appris à faire 4 étages plus tôt. Faire des combinaisons de mots. Aller plus mort, c'est mourir. Aller plus pas, c'est arrêter. Et la combinaison des 2 mots, arrêter de mourir, c'est ressusciter. Et là, c'est bizarre. Parce que c'est censé être le langage le plus dur du jeu, puisque c'est le langage qui est tout en haut de la tour, dans un jeu où on traduit des langages. Le truc, c'est que ça fait 7 minutes que je suis arrivé à cet étage-là et j'ai déjà tout réussi à traduire. Alors que ça m'avait plutôt pris autour de 1 heure pour chacun des autres. Donc il n'y a qu'une seule explication. C'est que à cet étage, et à partir de maintenant, c'est plus le vocabulaire ou la grammaire qui compte. C'est le sens des phrases. Et du sens, il va y en avoir. Parce qu'on va faire la rencontre d'un stylite qui a envie de nous raconter son histoire. Apparemment, c'est son peuple qui a construit la tour. Puis les autres peuples sont venus, mais ont arrêté de se parler. Son peuple, triste, a décidé de partir dans l'exil. Et je vous l'avais pas encore montré, mais en se baladant sur cet étage, il y avait moyen de le deviner. Et c'est là qu'on entre en jeu. Parce qu'on a été créé pour sauver la tour. Et pour ça, on va devoir faire 2 choses. Aider les peuples à communiquer et stopper l'exil. On récupère une sorte de clé, et d'après la carte de la tour en 3D, 4 nouvelles portes sont apparues dans les étages inférieurs. Ce qui veut dire que, pour la première fois du jeu, et même si on n'a jamais été aussi proche du sommet, il va falloir redescendre. En redescendant à l'étage des dévots, la première chose à faire, c'est de caresser le chat.
Ensuite, l'appareil que nous a laissé notre pote, il nous guide en jouant à tu chauffes, tu refroidis, jusqu'à une porte violette. Dedans, deux choses. Premièrement, on nous teste sur notre compréhension des différents langages pour nous faire réutiliser tout ce qu'on a appris. Dans le vocabulaire, dans la syntaxe et dans l'observation. Et en récompense à l'ouverture de la porte, on va faire la rencontre d'une interface virtuelle qui se présente en tant qu'exil. Celui qui est marqué sur tous les appareils du dernier étage reliant ses habitants à leur monde virtuel, et il nous invite à les rejoindre dans ces simulations. Le truc, c'est qu'on a vu Matrix, donc on décide plutôt de le débrancher, ce qui a pour effet de libérer un de nos camarades stylites, qui en profite pour parler avec un dévot. Et là, il y a un truc sympa qui se passe. Un lien se crée entre deux points. Je suis pas totalement certain de ce que ça veut dire, mais ce que je sais par contre, c'est que les 5 points-là, on les a déjà vus, à chacune de nos portes en fait. Et si on se dirige vers la porte la plus proche pour vérifier, on va retrouver le trait. Et on va aussi remarquer qu'on est désormais capable de participer à la discussion qu'on avait laissée de côté. Cette discussion, elle est entre un dévot et un alchimiste. Et c'est pas n'importe quel dévot, c'est Monsieur Goutte. Celui qu'on avait laissé au tout début de l'aventure et qui était triste par rapport aux plantes de son jardin parce qu'elles sont en train de mourir. Et justement, il est en train de demander de l'aide aux alchimistes. Le problème, c'est qu'il parle pas le langage des alchimistes. Alors que nous, oui. Quelque chose a changé dans la tour. Prenez le temps de retourner dans le jardin et vous retrouverez Monsieur Goutte, en compagnie de l'alchimiste, avec des plantes en pleine forme. Et les plantes, dans les jeux vidéo, c'est la représentation de la nature et du bien. Donc si les plantes vont bien, c'est que la tour va mieux. Et en retournant voir une de nos portes, désormais, il n'y a pas un seul trait, il y en a 2. Je vous épargne les calculs, mais au total, si on prend 5 points distincts, on peut tracer 10 traits permettant de tous les relier entre eux. On en a déjà fait 2, et en vérifiant la carte, j'ai l'impression qu'il nous reste exactement 8 points d'intérêt dans les étages au-dessus. Ce qui veut dire qu'il est l'heure d'ouvrir des portes. Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. Il est temps d'aller en haut de la tour. Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. Il est temps d'aller en haut de la tour. Et évidemment, il pleut. Ce qu'il y a en haut de la tour, c'est un peu triste. Probablement parce que le concept de Dieu en haut de la tour n'a pas de sens, et que les bardes avaient raison. Monter, ça ne sert à rien. À part un simple achievement confirmant qu'on est arrivé tout en haut, l'important il est déjà là. C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se... Bon, en vrai je vous ai menti, on le croise pas au tout début, mais après 5 minutes de jeu. 5 minutes qui sont extrêmement importantes car c'est le tutoriel. Et comme il est très court, on va le faire ensemble. Donc on avance et on tombe sur une porte fermée à côté d'un levier baissé. Et pour nous aider, parce que la solution n'est pas forcément évidente, on a un panneau à côté qui semble être... Habituez-vous-y, le jeu sympa et mignon que vous connaissiez, il va devenir de moins en moins mignon. L'exil, c'est simple, c'est le mot qu'on voit partout sur les murs dans chaque pièce de l'étage. C'est un peu leur guide. Chaque personne est définie par... Et les impurs,
c'est ceux qui font de la musique. Enfin, les alchimistes à l'étage des dévots en train de créer la formule pour sauver les plantes. Ce qui est... Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. Il est temps d'aller en haut de la tour. Et évidemment, il fait beau. En haut de la tour, 10 lueurs sont allumées et des représentants des 5 peuples sont là. Et je vais vous laisser profiter de cette fin. Bon, le jeu est terminé. Donc ça veut dire que normalement, c'est à peu près maintenant que je devrais arrêter la vidéo. Le problème maintenant, c'est que j'ai beaucoup trop de questions. C'était quoi cette simulation? Ça veut dire quoi les 5 points qui se transforment en glyphes? Est-ce que je peux adopter le chat? Je suis quoi? Donc je vais pas vous laisser tout de suite. À partir de maintenant, on va analyser encore plus et on va théoriser. Ce qui veut dire que je vais dire des conneries. Beaucoup de conneries. C'est inévitable, mais c'est pas grave, parce que c'est le jeu et que c'est comme ça qu'on crée des théories. Par contre, il y a quelque chose dont je suis quand même relativement certain, c'est que ça vaut le coup d'acheter le jeu, d'y jouer par vous-même et de trouver vos propres réponses à ces questions. Déjà parce que c'est beaucoup plus satisfaisant, et surtout parce que ce jeu, s'il a gagné le Pégase du meilleur jeu vidéo, je me répète, mais c'est parce qu'il le méritait. Le 2 octobre apparaît dans le subreddit dédié à Chance of Scénar un message de l'utilisateur The Anchorit, précisant que 2 secrets étaient cachés dans la tour, la localisation spatiale et temporelle. Et en analysant la photo de profil du compte et en séparant les calques de couleurs, on remarque 3 images. L'image en rouge représente notre poteau stylite, ou anchorite, au choix. L'image en bleu nous indique le moment où l'on se libère de la simulation, et en effet, en allant frame par frame à cet instant, on va pouvoir voir une date apparaître. 6114 07 24. T05 57 43. Enfin, l'image en vert nous indique l'entrée de la forteresse. Il faut donc repasser chez les guerriers maintenant qu'ils ne nous attaquent plus, et passer dans un interstice que l'on ne peut voir que grâce à l'absence de son ombre. On tombe alors sur une radio avec plein d'informations, qui, une fois traduit en binaire, donne 34,45, 41,48.
ce qui nous donne des coordonnées précises en Irak, ce qui correspond à peu près à là où se trouvait Babylone dans le passé. Et c'est pas un hasard. Je vais pas vous faire un giga cours sur le mythe de la tour de Babel, mais en gros ce que vous devez savoir, c'est que dans le récit, il y avait plein de peuples, qu'ils partageaient tous le même langage, et que la tour avait été construite dans un seul objectif, dépasser Dieu. Maintenant, essayons de racoler le mythe au jeu. Déjà, on retrouve notre concept de tour avec plein de peuples qui se sont réunis et qui ont arrêté de se parler. Enfin, ça, c'est ce que nous dit notre ami Stylite. Mais imaginons qu'on n'ait pas envie de lui faire confiance, il y a beaucoup d'autres indices qui nous mettent sur cette voie. Le premier, c'est toutes les gravures qu'on a croisées et qui nous ont servi entre autres de pierres de Rosette. Parce qu'il y a bien quelqu'un un jour qui a dû les écrire, et donc qui parlait les deux langages. Ce qui veut dire qu'au minimum, ils communiquaient et étaient capables de se comprendre. Mais il y a deux gravures particulières dans le jeu qui nous permettent d'aller encore plus loin, et dont j'ai tellement envie de vous parler. Dans la salle du trésor des guerriers, on retrouve une gravure mentionnant le scientifique cherche. Et il y a deux choses à remarquer. La plus évidente, c'est qu'au second plan, il y a un guerrier et un dévot parfaitement reconnaissables par leur tête. Mais la vraie raison qui fait que cette gravure est particulière, c'est la phrase en dessous. Le scientifique cherche. Il cherche quoi? On s'en fout. On s'en fout parce que dans la phrase, ce qui est important, c'est le sujet. Le scientifique cherche. C'est pas le dévot cherche, c'est pas le guerrier cherche ou l'homme cherche, c'est le scientifique. Et si c'est précisé, c'est que c'est important dans la phrase. Et si c'est important, il faut le traduire. Le problème, vous vous en doutez, c'est que dans le langage des dévots, on sait pas dire scientifique. Parce que les dévots, ils connaissent pas l'existence des scientifiques. On n'a même pas de mots qui s'en approchent. Donc qu'est-ce qui était écrit là? Mais imaginons qu'on leur laisse le bénéfice du doute, et que les dévots, un culte, l'auraient appelé guerrier ou homme. Ça explique pas cette tablette, qui dit « Les hommes de la forteresse faisaient quelque chose ». C'est écrit en 3 langues, celle des guerriers, des bardes, et encore une fois, des dévots. Encore une fois, le problème de la langue des dévots se pose. Le mot forteresse n'existe pas dans le langage. Mais s'il existait, on peut se demander à quoi il ressemblerait. Si on suit nos patterns adorés, on a dévots, église et guerrier. Donc normalement, on sait écrire forteresse. On prend l'attribut qui fait de la personne un guerrier, on prend le bâtiment, et on met les deux ensemble. Donc le mot forteresse, s'il existait, il ressemblerait à peu près à ça. Maintenant, pourquoi est-ce que cette tablette elle est plus importante que l'autre? Après tout, on aurait pu faire la même chose et deviner le glyphe pour dire scientifique de la même manière. La différence, c'est que cette tablette, elle n'est pas totalement cassée, et qu'on peut voir le début de la phrase. Désormais, il n'y a plus vraiment de doute possible. Les peuples ont non seulement arrêté de se parler, mais ils en ont oublié une partie de leur langage. Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous avais posé une question. Arrivé à la fin du 4e étage, comment on pouvait faire pour deviner quel allait être le 5e et dernier peuple? La première chose à regarder pour répondre à cette question, c'est l'évolution des langages, parce que c'est à travers le langage que toutes les informations les plus importantes sont transmises dans ce jeu. Déjà, les langages sont de plus en plus compliqués. Au début, celui des dévots se fait simplement avec un trait et un rond, voire même se permettait d'omettre certains traits. Puis les guerriers ont commencé à faire des lignes qui passent les unes sur les autres, les bardes ont rajouté des courbes et des points, et les alchimistes... Bref. Mais c'est pas tant à travers le prisme de la complexité qu'il faut analyser le style des langages. C'est à travers leur raison d'écrire. Les alchimistes sont des scientifiques, et ils essayent de comprendre le monde à travers des équations. Donc ils écrivent avec de la géométrie et avec des cercles d'alchimie. Les guerriers, au contraire, très rigides, ils connaissent pas les courbes. Tout est très droit et cadré. Les bardes, eux, prônant la beauté, veulent que leur écriture soit celle d'une lycéenne et s'amusent à mettre des petits arrondis et des points qui servent à rien tout partout. Et les dévots, même si on les aime bien, ils connaissent rien au monde. Donc ils écrivent avec des formes simples, parce qu'ils n'ont pas encore évolué. Et maintenant que vous savez tout ça, je peux enfin vous parler de ma raison de faire cette vidéo. J'ai une théorie.
Est-ce que vous vous souvenez du jeu au tout début qui consistait à tirer des cartes en fonction d'une hiérarchie, qui plaçait Dieu au-dessus des guerriers, au-dessus des dévots, au-dessus des hommes? Imaginons qu'on complète cet ordre. Logiquement, c'est la position dans la tour qui prime. Mais si jamais le concept de hiérarchie et de pouvoir n'était pas vraiment le bon. Ma théorie, c'est le temps. La hauteur représente la chronologie. Plus on est haut dans la tour, plus on a progressé dans la chronologie de l'évolution de la civilisation. Et chaque peuple en est une étape importante. Le premier étage représente l'Antiquité et les débuts de l'écriture et de la civilisation, qui essayent de trouver ses réponses à travers la religion. Le deuxième étage représente le Moyen-Âge, avec la hiérarchisation de la société, puis vient la Renaissance, qui trouve dans la beauté sa raison d'être. Mais l'humanité est cupide et idiote. Il faut monter et continuer de monter. Jusqu'à la révolution industrielle où on trouve nos premières réponses, mais c'est pas suffisant. Partant de là, comment on fait pour deviner le peuple d'après? On avance dans le temps. Jusqu'à la technologie, et on va encore plus loin. Finalement, quand on ne peut plus monter, on continue de monter, d'une façon ou d'une autre. On essaye d'atteindre le ciel, on essaye de dépasser Dieu. Comment on dépasse Dieu? C'est simple. On crée la vie. Ou plutôt, on supprime la mort. Parlons un peu de la simulation dans laquelle nous envoie Exil. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez faciles à manquer ou à simplement mettre sur le dos de « c'est pour le jeu, pose pas de questions ». Parce que si vous avez pas encore compris, c'est clairement pas ça qui va m'arrêter. Donc, parmi les choses à ne pas manquer, il y a les escaliers. Sérieusement, vous avez fait attention au nombre d'escaliers? Il y en a partout, dans tous les sens, à des endroits qui en avaient clairement pas la première fois qu'on était passé là. Et les escaliers, c'est pas quelque chose qui a été pris au hasard, c'est la représentation de l'ascension, du haut et du bas. Sauf que justement, quand tu utilises ça et que t'en fous un peu partout dans tous les sens, tu donnes une sensation de chaos, parce qu'il n'y a ni haut ni bas, ni temps, ni dimension, ni sens. Bienvenue dans la maison des escaliers de Escher. Ce concept, allié au fait que l'on passe d'un étage à un autre de manière totalement désordonnée, il permet de commencer à poser les bases d'une autre théorie. Même si les peuples ne représentent pas la même période de l'histoire, ils sont identiques par nature. Parce qu'ils sont tous dans le même bateau, ou la même tour. Et il faut pas les voir les uns au-dessus des autres, parce qu'il n'y a pas de au-dessus. Ok, une autre question concernant la simulation. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous allez me dire que c'est ce dont notre personnage a le plus peur et que ça se passe dans sa tête. Mais alors, pourquoi est-ce qu'à un moment de la simulation, on passe devant 3 statues du monstre, et qu'il y est présenté en tant que exil? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux choses? La question est rhétorique, je vais y répondre. Ok, parlons du monstre. Le monstre des alchimistes, c'est eux qui l'ont créé, il n'est pas sorti de nulle part. D'ailleurs, on sait même que c'est un scientifique à la base, celui dont on a retrouvé le chapeau et qui avait trouvé la formule de la transformation. Il y a pas mal de gens qui spéculent que la formule qu'ils cherchaient, c'était celle de l'immortalité. Parce que les scientifiques aussi, ils ont peur de la mort. Mais il y a un autre peuple qui a pas peur de la mort. C'est aussi ceux qui ont pas peur du monstre, les guerriers. Et c'est pour ça que la discussion entre ces deux peuples qu'on a aidé à traduire un peu plus tôt, elle tourne autour des alchimistes qui demandent de l'aide, non pas pour tuer, mais pour aider le monstre. Et de la même manière que les plantes vivent à nouveau, lorsqu'on retourne voir le labo des alchimistes, le monstre est en train de guérir. Donc, on se dit que le monstre représente une tentative de ne pas mourir, est une création de son peuple ayant mal tourné et qu'il n'arrivait plus à gérer. Vous trouvez pas que cette description elle marche aussi pour quelqu'un d'autre? Exil. Exil, c'est le monstre des stylites. Les deux entités représentent le même concept de chercher à dépasser une loi de la nature, celle de la mort. La mort est fondamentale dans le cycle de la vie.
Vouloir arrêter la mort, c'est le paroxysme de l'orgueil humain cherchant à dépasser Dieu. Ce qui était la raison initiale de la construction de la tour. D'ailleurs, vous voyez cette scène que je vous passe depuis tout à l'heure avec le soleil au-dessus de la tour? En fait, elle vient pas du jeu, elle vient du trailer. Dans le jeu, on a cette image à la place, à la toute fin. La différence entre les deux, c'est la position du soleil. Et dès le début du jeu, celui-ci a essayé de nous faire associer Dieu au soleil. Donc on retrouve cette idée d'être en bas de la tour avant de démarrer le jeu, cherchant à atteindre Dieu avant de l'égaler et de le dépasser à la fin. Et la raison, ils l'ont expliqué juste avant, lorsque les 5 points se sont formés et se sont reliés pour former les 5 mots les plus importants de chaque peuple. Les mots formés représentent le sens de leur existence. Dieu, le devoir, la beauté, la transformation et exil. Seulement, les dévots ont appris qu'il n'y avait pas de Dieu. Les guerriers ont dû remettre en question leur devoir en apprenant que les dévots n'étaient pas des monstres. Les bardes ont découvert autre chose que la beauté. Les alchimistes se sont heurtés aux problèmes qu'ils ont créés. Et on a éteint Exil. Exil est mort. Dieu est exil. Par transitivité, Dieu est mort. Vous êtes peut-être pas totalement convaincu que Exil représente Dieu. C'est normal, hein, c'est aussi le concept d'une théorie. Mais laissez-moi vous apporter d'autres arguments. Dans le mythe de Babel, c'est Dieu qui fait oublier au peuple comment communiquer afin que la construction de la tour s'arrête. Et dans le jeu, c'est Exil qui a fermé ses portes, et qui empêche les stylites de communiquer avec les autres peuples pour la même raison. Exil veut faire oublier au peuple comment communiquer, pour les garder prisonniers. D'ailleurs, petit aparté, mais le fait que le dernier peuple soit sur des fauteuils en lévitation, nourris par une intelligence artificielle avant d'être libéré à peu près au moment où la végétation revient, c'est à peu près ce qui se passe dans Wall-E, qui peut également être vu comme une interprétation d'un épisode biblique. Mais pour ça, je vous redirige vers cette super vidéo. On approche vraiment de la fin. Il reste plus que 2 questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre. Premièrement, on est qui ? Si on reste sur cette théorie de exil représentant l'oubli, nous, on est le fait de se souvenir. On est l'histoire. On est l'archéologue qui va chercher dans les vestiges des civilisations la manière dont ils vivaient de manière à apprendre de nos erreurs. Et de la même manière, le petit être avec lequel on a joué à cache-cache au premier étage et qu'on revoit à la fin dans la simulation pour nous aider à sortir de celle-ci, c'est pas un type ordinaire. Déjà, on peut pas l'associer à un peuple parce qu'il a pas la tête d'un des peuples, comme nous, mais surtout parce qu'il représente aussi une idée. Et c'est assez subtil, mais il y a un mot qu'on apprend grâce à lui au tout début du jeu. Et ce mot, c'est liberté. Ok. Dernière question. Pourquoi le jeu il s'appelle Chants of Sennaar? Sennaar, visiblement, c'est une manière d'écrire Shinar en grec ancien. L'ancien nom de la Babylonie, Tour de Babel, tout ça, ok, ça me va. Le chant, c'est le moyen qui était utilisé par le passé pour se souvenir des histoires et des traditions, et pour communiquer. Le problème, c'est que les gens de la tour ne chantent plus. Ou du moins, ils ne chantaient plus. Jusqu'à la dernière musique du jeu, lorsque les liens sont reforgés. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ce jeu. On n'est pas obligé, hein, bien sûr. Mais s'il y en avait une seule, celle qui m'a marqué, c'est la volonté de comprendre autrui. Parce que des fois, je me demande si nous aussi, on n'est pas restés bloqués dans cette tour. Et pour se comprendre, il suffit parfois d'un chant ou d'un simple mouvement de tête. C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se reverra.